Le 23 septembre 1986, un appel parvient à la gendarmerie de Reims. Une femme de 34 ans, mère de 2 enfants, n'a pas été vue depuis 3 jours. Son mari affirme qu'elle est partie sans un mot. Pas de valise, pas d'argent retiré, pas d'adieu. Les enquêteurs ouvrent un dossier, interrogent l'entourage, inspectent le domicile familial. Rien, aucune trace, aucune piste. Le temps passe, l'affaire se refroidit, les années s'écoulent sans réponse. Puis en 2016, 30 ans après la disparition, une lettre arrive chez un notaire. Cette lettre n'a pas été postée par la disparue. Elle émane d'un homme mourant, rongé par le remords. Dans cette confession posthume, il révèle ce que personne n'avait imaginé. La femme n'est pas partie. Elle n'a jamais quitté la maison. Elle a été enfermée, séquestrée, cachée dans un lieu que personne n'a jamais fouillé. Les mots de l'homme décrivent une réalité glaçante. Une vie éteinte entre 4 murs, un secret gardé pendant 3 décennies, un mensonge maintenu jusqu'à la mort. L'enquête reprend aussitôt. Les gendarmes retournent sur les lieux. Ils cherchent ce que le temps a peut-être effacé. Ils interrogent ceux qui ont connu le couple. Ils reconstituent les jours précédant la disparition. Mais 30 ans plus tard, que reste-t-il des preuves? Que reste-t-il des témoignages? Que reste-t-il de la vérité? Cette histoire commence par un silence. Elle se poursuit par une absence. Et elle se termine par une révélation venue d'outre-tombe. Avant de continuer, prenez un instant. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Nous aimons savoir d'où viennent nos spectateurs. Si ce type de récit vous intéresse, si vous aimez les affaires non résolues et les mystères français, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et si cette enquête vous touche, laissez un pouce bleu. Cela nous aide énormément à continuer. Maintenant, revenons à notre histoire et plongeons dans les détails de cette affaire hors du commun. Reims, préfecture de la Marne, ville conne pour sa cathédrale et son histoire millénaire. C'est ici, dans un quartier résidentiel tranquille, que vit en 1986 la famille Lambert. Thierry Lambert, 38 ans, employé dans une entreprise de textile. Sylvie Vincent, son épouse, 34 ans, ancienne vendeuse, mère au foyer depuis la naissance de leurs enfants. 2 enfants, Stéphanie, 10 ans, et Sébastien, 8 ans. Une vie ordinaire en apparence. Une maison mitoyenne avec un petit jardin clos, des voisins qui saluent, des courses le samedi matin, une routine sans éclat. Pourtant, derrière les murs de cette maison, quelque chose se tisse, quelque chose que personne ne voit, quelque chose que personne ne devine. Sylvie Vincent est une femme discrète. Elle parle peu, elle sort rarement seule. Ses voisins la croisent parfois au marché, toujours accompagnée de ses enfants. Elle sourit poliment, échange quelques mots, puis rentre chez elle. Aucun signe de détresse, aucun appel à l'aide, aucune plainte. Mais le silence, parfois, cache plus qu'il ne révèle. Thierry Lambert, lui, est décrit comme un homme strict, autoritaire. Il dirige sa famille d'une main ferme. Les voisins le trouvent distant, presque froid. Il salue à peine. Il ne participe à aucune activité du quartier. Il rentre du travail, ferme la porte, et le foyer Lambert disparaît jusqu'au lendemain. Les enfants vont à l'école, reviennent directement à la maison. Ils ne jouent jamais dehors. Ils ne fréquentent personne. Une famille repliée sur elle-même. Une famille dont personne ne connaît vraiment l'intérieur. Au mois de septembre 1986, les enfants Lambert ne vont plus à l'école. Thierry explique que leur mère est partie. Partie où? Personne ne sait. Partie pourquoi? Personne ne comprend. Les enseignants s'inquiètent. Les voisins s'interrogent. Une mère qui abandonne ses enfants du jour au lendemain, c'est inhabituel. C'est troublant. Mais Thierry reste ferme. Elle est partie.
Elle ne reviendra pas, il n'en dira pas plus. Les enfants, eux, ne parlent pas. Ils baissent les yeux, ils obéissent, ils se taisent. Le 23 septembre, une voisine se décide à prévenir les autorités. Elle n'a plus vu Sylvie depuis plusieurs jours. Elle trouve cela étrange, inquiétant. Les gendarmes se rendent au domicile Lambert. Thierry ouvre la porte. Il répète son histoire. Sa femme est partie, elle a quitté le foyer. Non, il ne sait pas où elle est. Non, elle n'a rien emporté. Non, il n'a pas cherché à la retrouver. Les enquêteurs inspectent la maison. Tout semble en ordre, trop en ordre, peut-être. Mais rien ne justifie une perquisition approfondie. Rien ne prouve un crime. Alors il note, il consigne, il classe, et l'affaire commence. Les premiers jours de l'enquête se concentrent sur l'hypothèse d'un départ volontaire. C'est la piste la plus probable. Une femme qui quitte son mari. Cela arrive. Les gendarmes interrogent la famille de Sylvie Vincent. Ses parents vivent à Épernay, à une trentaine de kilomètres de Reims. Ils n'ont aucune nouvelle de leur fille. Ils n'ont reçu aucun appel, aucune lettre. Ils sont sous le choc. Leur fille ne les a jamais contactés pour annoncer un départ. Elle ne leur a jamais parlé de problèmes conjugaux. Ils connaissent Thierry Lambert depuis 15 ans. Un homme sérieux, disent-ils. Un peu strict, mais sérieux. Les enquêteurs vérifient les comptes bancaires. Aucun retrait n'a été effectué depuis le 18 septembre. Le compte joint du couple Lambert est resté intact. Sylvie ne possède pas de carte bancaire personnelle. Elle n'a pas de chéquier à son nom. Toutes les transactions passent par Thierry. Les gendarmes consultent les registres des hôtels, des gares, des hôpitaux de la région. Aucune trace d'une femme correspondant au signalement de Sylvie Vincent. Aucun billet de train acheté. Aucune chambre réservée. Aucune admission aux urgences, comme si elle s'était volatilisée. Les voisins sont interrogés un par un. Tous confirment la même chose. Sylvie était discrète, effacée. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne parlait jamais de sa vie privée. Certains avouent ne l'avoir jamais vue seule, toujours accompagnée de ses enfants ou de son mari. Une voisine, Madame Chantal Leroux, se souvient d'une conversation étrange. C'était en juillet 1986, 2 mois avant la disparition. Sylvie faisait ses courses au marché. Elle semblait nerveuse. Elle regardait constamment autour d'elle. Madame Leroux lui avait demandé si tout allait bien. Sylvie avait répondu oui, trop rapidement, puis s'était éloignée. Un autre voisin, Monsieur Patrick Moreau, raconte une scène troublante. Un soir de juin, il avait entendu des cris provenant de la maison Lambert. Des cris de femmes, puis un silence brusque. Il avait hésité à intervenir. Finalement, il n'avait rien fait. Les disputes conjugales, ce n'est pas rare. Ce n'est pas son affaire. Il le regrette aujourd'hui. Mais à l'époque, personne n'imaginait ce qui se tramait. Personne ne pensait que Sylvie était en danger. Les gendarmes notent ces témoignages. Ils commencent à envisager une autre hypothèse. Et si Sylvie n'était pas partie volontairement? Les enfants Lambert sont interrogés avec précaution. Stéphanie et Sébastien, 10 et 8 ans. Ils sont accompagnés de leur père. Les gendarmes posent des questions simples. « Où est votre maman ?»« Elle est partie », répond Stéphanie. « Quand est-elle partie ?»« Il y a quelques jours. »« Vous l'avez vue partir ?»« Non. »« Elle a dit quelque chose ?» ?»« Non. » Les enfants récitent leurs réponses comme une leçon apprise. Ils ne pleurent pas. Ils ne posent pas de questions. Ils regardent leur père avant de répondre. Les enquêteurs sentent une tension, une peur. Mais ils n'ont aucune preuve de maltraitance. Aucun motif légal pour séparer les enfants de leur père. Thierry Lambert est convoqué plusieurs fois à la gendarmerie. Son récit ne varie jamais. Sylvie est partie le 20 septembre au matin. Il était au travail. Quand il est rentré le soir, elle n'était plus là. Les enfants étaient seuls. Ils lui ont dit que leur mère avait pris son manteau et était sortie. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien emporté. Thierry affirme qu'il n'a pas cherché à la retrouver. Pourquoi? Parce qu'elle voulait partir.
parce qu'elle en avait assez. Assez de quoi? De la vie de famille, de lui, des enfants. Il le dit calmement, sans émotion. Les gendarmes trouvent son comportement étrange, mais étrange ne signifie pas coupable. Les semaines passent, l'enquête piétine, aucune nouvelle piste, aucun indice. Les parents de Sylvie multiplient les appels, ils veulent que les recherches continuent, ils veulent que leur fille soit retrouvée, mais les moyens sont limités. Les affaires s'accumulent, les dossiers s'empilent. Les gendarmes continuent de chercher, mais avec moins d'intensité. L'hypothèse du départ volontaire reste privilégiée. Sylvie Vincent est inscrite au fichier des personnes disparues. Son signalement est diffusé dans toute la France. Mais les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, et Sylvie ne réapparaît pas. En décembre 1986, 3 mois après la disparition, un dernier interrogatoire a lieu. Thierry Lambert est de nouveau convoqué. Les gendarmes espèrent qu'il finira par se contredire, qu'il laissera échapper un détail. Mais Thierry reste imperturbable. Il répète son histoire mot pour mot. Il ne montre aucun signe de culpabilité, aucun signe de stress. Il parle de sa femme au passé, comme si elle était déjà morte. Les enquêteurs le remarquent. Mais ils ne peuvent rien faire. Aucune preuve, aucun corps, aucun témoin. L'affaire est classée en attente de nouveaux éléments. Les années passent. Sylvie Vincent devient un fantôme, un nom dans un dossier, une photo jaunie. Ses parents vieillissent, ses enfants grandissent. Thierry Lambert continue sa vie. Il déménage en 1989, quitte Reims, s'installe à Troyes. Il ne donne aucune nouvelle, il ne répond à aucune sollicitation. Les gendarmes perdent sa trace. L'affaire sombre dans l'oubli, jusqu'en 2016, 30 ans plus tard, lorsqu'une lettre arrive chez un notaire de Reims. Une lettre qui change tout. Les gendarmes reçoivent un appel du notaire. Il vient de recevoir un courrier posthume, un testament, rédigé par Thierry Lambert avant sa mort. Thierry est décédé en mars 2016, à 68 ans, d'un cancer. Dans ses dernières volontés, il a joint une confession, une lettre destinée aux autorités. Le notaire hésite avant de la transmettre. Il lit les premières lignes. Il comprend immédiatement la gravité du contenu. Il contacte la gendarmerie. Les enquêteurs ouvrent l'enveloppe. Ils lisent, et tout bascule. La lettre commence ainsi. « Je sais que je vais mourir. Je ne peux plus garder ce secret. Sylvie n'est jamais partie. Je l'ai enfermée. » Les mots sont nets, directs, implacables. Thierry Lambert avoue avoir séquestré sa femme dans la cave de leur maison de Reims. Il explique qu'elle voulait le quitter, qu'elle avait prévu de partir avec les enfants, qu'il ne pouvait pas l'accepter. Alors, il a décidé de l'empêcher, de la garder, de la contrôler. Il décrit comment il a aménagé une pièce dans la cave, comment il l'a enfermée, comment il a maintenu le secret pendant des années. La lettre de Thierry Lambert contient 12 pages manuscrites. Chaque page est numérotée, chaque phrase est soigneusement rédigée. Pas de rature, pas d'hésitation. Thierry a pris le temps d'écrire cette confession. Il savait qu'elle serait lue après sa mort. Il savait qu'elle déclencherait une enquête. Mais il ne pouvait plus vivre avec ce poids. Ou peut-être voulait-il simplement laisser une trace, une explication, une justification. Les gendarmes lisent chaque mot. Ils prennent des notes. Ils essaient de reconstituer la chronologie des faits. Ce qui est décrit est glaçant. Selon Thierry, tout a commencé en août 1986. Sylvie lui avait annoncé qu'elle voulait divorcer. Elle ne supportait plus son autorité. Elle se sentait prisonnière. Elle voulait partir avec Stéphanie et Sébastien, refaire sa vie ailleurs. Thierry avait refusé catégoriquement. Il lui avait dit qu'elle ne partirait jamais, qu'elle resterait avec lui, qu'il ferait tout pour l'en empêcher. Sylvie avait insisté. Elle avait même contacté un avocat en secret. Thierry l'avait découvert. Il avait trouvé des documents cachés dans un tiroir, des brochures sur le divorce, des numéros de téléphone.
il avait compris qu'elle était sérieuse. Le 18 septembre 1986, Thierry avait pris une décision. Il avait décidé de l'enfermer, de la faire disparaître sans la tuer, de la garder près de lui, pour toujours. Ce soir-là, après que les enfants soient couchés, il avait demandé à Sylvie de descendre à la cave. Il lui avait dit qu'il voulait lui montrer quelque chose. Sylvie avait descendu les marches. Thierry l'avait suivie. Et une fois en bas, il avait fermé la porte à clé derrière elle. Sylvie avait crié. Elle avait frappé contre la porte, mais personne ne l'avait entendue. La cave était isolée, insonorisée par l'épaisseur des murs. Dans sa lettre, Thierry décrit la cave avec précision. Une pièce de 8 mètres carrés environ. Pas de fenêtre, une seule ampoule au plafond, un lit de camp, une couverture, un seau pour les besoins. Il avait prévu cet aménagement plusieurs jours à l'avance. Il avait installé un verrou extérieur sur la porte. Il avait descendu de la nourriture en conserve, de l'eau en bouteille. Tout était prêt. Il avait planifié la séquestration comme on planifie un déménagement, méthodiquement, froidement, sans émotion apparente. Sylvie était devenue sa prisonnière. Les jours suivants, Thierry avait menti à tout le monde. Aux enfants, il avait dit que leur mère était partie. Aux voisins, il avait répété la même histoire. Aux gendarmes, il avait maintenu cette version. Personne ne soupçonnait la vérité. Personne n'imaginait que Sylvie était enfermée sous leurs pieds. Chaque soir, après que les enfants se soient endormis, Thierry descendait à la cave. Il apportait de la nourriture. Il changeait le seau. Il parlait à Sylvie. Il lui disait qu'elle finirait par comprendre, qu'elle finirait par accepter, qu'ils resteraient ensemble pour toujours. Sylvie pleurait, elle suppliait, mais Thierry ne cédait jamais. Dans la lettre, Thierry affirme que Sylvie a vécu dans cette cave pendant plusieurs années. Il ne précise pas combien, il ne donne pas de date exacte. Il écrit simplement qu'elle est morte là-bas, de maladie, selon lui. Elle avait développé une pneumonie. Il n'avait pas appelé de médecin. Il ne pouvait pas. Comment expliquer la présence d'une femme enfermée dans sa cave? Il avait essayé de la soigner avec des médicaments achetés en pharmacie, mais rien n'avait fonctionné. Sylvie s'était affaiblie. Elle avait cessé de manger. Elle avait cessé de parler. Et un matin, elle ne s'est plus réveillée. Thierry décrit ensuite ce qu'il a fait du corps. Il l'a enveloppé dans une bâche. Il a attendu la nuit. Il a creusé un trou dans le jardin, au fond, près du mur. Il a enterré Sylvie là, sans cérémonie, sans pierre tombale, juste un trou, une tombe anonyme. Puis il a recouvert l'endroit de terre. Il a planté des rosiers dessus. Personne ne s'est jamais douté de rien. Les enfants jouaient dans le jardin. Les voisins admiraient les fleurs. Et sous ces fleurs reposait Sylvie Vincent. Une femme disparue, une femme oubliée, une femme enterrée dans son propre jardin. La lettre se termine par une phrase étrange. « Je ne regrette rien. J'ai fait ce que je devais faire. Mais je ne veux pas emporter ce secret dans ma tombe. Pas de remords, pas d'excuses, juste un aveu, une confession froide et mécanique. » Les gendarmes referment le dossier. Ils se regardent. Ils savent ce qu'il leur reste à faire. Retourner à Reims, retrouver l'ancienne maison des Lambert, fouiller le jardin, chercher le corps de Sylvie Vincent. 30 ans après sa disparition, l'enquête reprend. Et cette fois, ils savent tout chercher. En avril 2016, une équipe de gendarmes se rend à Reims. Ils retrouvent l'adresse de l'ancienne maison Lambert. La maison a changé de propriétaire plusieurs fois depuis le départ de Thierry en 1989. Les occupants actuels, un couple avec 2 jeunes enfants, sont stupéfaits. Ils n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Ils acceptent immédiatement que les gendarmes fouillent le jardin. Les travaux commencent le lendemain. Une équipe de la police scientifique arrive avec du matériel de détection, des chiens renifleurs, des sondes, des pelles. Le jardin est quadrillé. Chaque mètre carré est inspecté.
Les fouilles durent 3 jours. Le sol est retourné par sections. Les rosiers, plantés il y a 30 ans, sont déracinés. Les gendarmes creusent méthodiquement. Ils cherchent un corps, ou des restes, ou des traces. Mais ils ne trouvent rien, aucun ossement, aucun vêtement, aucune preuve. Le jardin est entièrement retourné. Chaque recoin est inspecté. Mais le sol ne révèle rien. Les chiens ne réagissent pas. Les sondes ne détectent rien. C'est comme si Sylvie n'avait jamais été là. Comme si la confession de Thierry était un mensonge, ou une hallucination, ou une ultime manipulation posthume. Les gendarmes retournent à l'intérieur de la maison. Ils demandent l'autorisation de fouiller la cave. Les propriétaires acceptent. La cave a été rénovée depuis 1989. Les murs ont été repeints. Le sol a été recouvert de carrelage. Mais les gendarmes inspectent chaque détail. Ils cherchent des traces d'une pièce condamnée, d'un espace caché, d'un mur qui aurait été reconstruit. Ils utilisent des caméras thermiques, des détecteurs de vide. Rien. La cave est vide. Ordinaire, sans secret apparent. Alors où est Sylvie Vincent? Les enquêteurs comprennent qu'ils doivent retrouver les enfants Lambert, Stéphanie et Sébastien. Ils avaient 10 et 8 ans en 1986. Aujourd'hui, en 2016, ils ont 40 et 38 ans. Peut-être savent-ils quelque chose. Peut-être ont-ils vu quelque chose. Peut-être que leur père leur a parlé avant de mourir. Les gendarmes lancent des recherches. Stéphanie Lambert a changé de nom après son mariage. Elle vit maintenant à Lyon. Sébastien Lambert vit à Paris. Tous deux ont refait leur vie. Ils n'ont plus de contact entre eux depuis des années. Stéphanie est contactée en premier. Les gendarmes se présentent chez elle un matin de mai 2016. Elle ouvre la porte. Elle les regarde. Elle comprend immédiatement pourquoi ils sont là. Elle les fait entrer. Elle s'assoit. Elle attend. Les enquêteurs lui expliquent la situation. Ils lui parlent de la lettre posthume de son père, de la confession, de la disparition de sa mère. Stéphanie écoute sans un mot. Puis, elle se met à pleurer. Pas de sanglots, juste des larmes silencieuses. Elle dit qu'elle savait, qu'elle a toujours su. Stéphanie raconte. Elle avait 10 ans en septembre 1986. Elle se souvient de tout. Le soir où sa mère a disparu, les cris étouffés venant de la cave, les mensonges de son père. Elle se souvient qu'elle avait voulu descendre à la cave le lendemain. Son père l'en avait empêché. Il avait fermé la porte à clé. Il avait dit que c'était interdit, que c'était dangereux, que personne ne devait y aller. Stéphanie avait obéi, mais elle avait compris. Elle avait compris que sa mère était en bas, qu'elle était enfermée, qu'elle ne partirait jamais. Pendant des mois, Stéphanie avait entendu des bruits la nuit, des coups contre les murs, des pleurs étouffés. Elle n'avait rien dit. Elle avait peur de son père, peur de ce qu'il pourrait faire, peur de finir elle aussi enfermée. Alors, elle s'était tue. Elle avait fait semblant de croire l'histoire du départ. Elle avait joué le rôle de la fille obéissante. Et petit à petit, les bruits avaient cessé. Un jour, il n'y avait plus eu de cris, plus de coups, plus rien. Stéphanie avait compris que sa mère était morte, mais elle n'avait jamais osé poser la question. Les gendarmes demandent pourquoi elle n'a jamais parlé, pourquoi elle n'a jamais dénoncé son père. Stéphanie répond qu'elle était une enfant, qu'elle avait peur, qu'elle pensait que personne ne la croirait. Et puis, avec le temps, elle avait refoulé ses souvenirs. Elle avait essayé de les oublier, de les enterrer, de construire une nouvelle vie. Elle avait coupé les ponts avec son père à 18 ans. Elle ne lui avait plus jamais parlé. Elle avait appris sa mort par un courrier administratif. Elle n'était pas allée à l'enterrement. Elle ne voulait rien savoir. Elle voulait juste oublier. Sébastien Lambert est interrogé quelques jours plus tard. Il vit à Paris, dans un petit appartement du 20e arrondissement. Il travaille comme technicien informatique. Il est marié, pas d'enfant. Les gendarmes lui posent les mêmes questions. Sébastien répond différemment. Il dit qu'il ne se souvient de rien, qu'il était trop jeune,
qu'il n'a aucun souvenir précis de cette époque. Il affirme que sa mère est partie un jour et qu'il ne l'a jamais revue. Il ne sait rien d'autre. Les enquêteurs insistent. Ils lui parlent de la confession de son père. Sébastien hausse les épaules. Il dit que son père était un menteur, qu'il ne croit pas un mot de cette histoire. Pourtant, les gendarmes remarquent quelque chose. Sébastien tremble légèrement en parlant. Il évite leur regard. Il se frotte les mains nerveusement, tous les signes d'un mensonge ou d'un traumatisme refoulé. Les enquêteurs lui demandent s'il se souvient de la cave. Sébastien se fige. Il ne répond pas immédiatement. Puis il dit qu'il n'avait pas le droit d'y aller, que c'était interdit, que son père le punissait s'il essayait d'ouvrir la porte. Les gendarmes comprennent. Sébastien sait. Mais il refuse de parler. Il refuse d'affronter la vérité. Il préfère continuer à nier, à oublier, à survivre. Les témoignages des deux enfants ne permettent pas de faire avancer l'enquête. Ils confirment l'existence d'un secret. Ils confirment la peur qui régnait dans la maison Lambert, mais ils n'apportent aucune preuve matérielle, aucune information sur l'emplacement du corps, aucune précision sur les circonstances de la mort de Sylvie. Les gendarmes sont dans une impasse. Ils ont une confession écrite. Ils ont des témoignages troublants, mais ils n'ont pas de corps. Et sans corps, pas de crime prouvé, pas de certitude, pas de justice. Les parents de Sylvie Vincent sont informés de la découverte de la lettre. Ils ont aujourd'hui plus de 80 ans. Ils vivent toujours à Épernay. Ils ont attendu 30 ans d'incertitude, 30 ans d'espoir déçu. Ils apprennent enfin ce qui est arrivé à leur fille, mais cette vérité ne leur apporte aucun soulagement. Juste une douleur nouvelle. Leur fille a été séquestrée, enfermée, laissée mourir dans une cave, et ils n'ont rien pu faire. Ils veulent que le corps soit retrouvé. Ils veulent pouvoir l'enterrer dignement, mais les gendarmes ne peuvent rien leur promettre. Une nouvelle hypothèse émerge. Et si Thierry Lambert avait menti dans sa confession? Et si le corps n'avait jamais été enterré dans le jardin? Et si Thierry avait déplacé le corps ailleurs? Ou l'avait détruit? Les gendarmes reprennent la lettre. Ils l'analysent phrase par phrase. Ils cherchent des incohérences, des indices cachés, des détails qui auraient pu leur échapper. Mais la lettre reste floue sur certains points. Thierry ne donne pas de date précise pour la mort de Sylvie. Il ne décrit pas exactement l'emplacement de la tombe. Il laisse planer le doute, volontairement ou non. Les enquêteurs décident d'interroger les anciens voisins de Reims, ceux qui vivaient rue des Capucins en 1986. Beaucoup ont déménagé, certains sont décédés, mais quelques-uns sont encore là. Madame Chantal Leroux, la voisine qui avait remarqué la nervosité de Sylvie au marché, accepte de témoigner à nouveau. Elle se souvient de quelque chose. En 1988, 2 ans après la disparition, elle avait vu Thierry Lambert creuser dans son jardin. C'était un dimanche matin. Il creusait au fond, près du mur. Il avait l'air pressé. Contrarié, elle ne lui avait pas parlé. Elle avait juste observé depuis sa fenêtre. Puis Thierry avait rebouché le trou et était rentré chez lui. Ce témoignage relance les fouilles. Les gendarmes retournent dans le jardin. Cette fois, ils se concentrent sur une zone précise. Près du mur, à l'endroit décrit par Madame Leroux. Ils creusent plus profondément. Ils utilisent des équipements plus sophistiqués. Et cette fois, ils trouvent quelque chose. Pas un corps, mais des traces, des fragments de tissu, des morceaux de plastique, des résidus organiques. Les analyses sont envoyées au laboratoire. Les résultats prennent plusieurs semaines. Et quand ils arrivent, ils confirment l'impensable. Les résidus contiennent de l'ADN humain. Et cet ADN correspond à celui de Sylvie Vincent. Les résultats du laboratoire arrivent en juillet 2016. Les fragments de tissu retrouvés dans le jardin contiennent des traces biologiques. L'ADN extrait est comparé à celui des parents de Sylvie Vincent. La correspondance est formelle. Ces restes appartiennent bien à Sylvie. Elle a été enterrée là, dans son propre jardin, sous les rosiers plantés par son mari.
Pendant 30 ans, elle est restée là, à quelques mètres de la maison où elle avait vécu, à quelques mètres de ses enfants, à quelques mètres des enquêteurs qui l'avaient cherchée en 1986, et personne n'avait rien vu. Les gendarmes reprennent l'ensemble du dossier. Ils reconstituent la chronologie des événements. Septembre 1986. Sylvie est enfermée dans la cave. Elle y reste plusieurs mois, peut-être 1 an, peut-être plus. Les bruits entendus par Stéphanie confirment qu'elle était vivante pendant cette période. Puis les bruits cessent. Sylvie meurt. Thierry enterre le corps dans le jardin. Il plante des rosiers pour masquer la tombe. Il continue sa vie. Il ment aux gendarmes. Il ment à ses enfants. Il ment à tout le monde. Et il s'en sort. Pendant 30 ans, il vit avec ce secret. Mais pourquoi Thierry a-t-il écrit cette confession posthume? Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi avouer après tant d'années? Pourquoi risquer de salir sa mémoire? Pourquoi révéler un crime qu'il avait réussi à cacher? Plusieurs hypothèses sont envisagées. Peut-être que Thierry ne supportait plus le poids du secret. Peut-être qu'il voulait que Sylvie soit retrouvée. Peut-être qu'il voulait que ses enfants sachent la vérité. Ou peut-être qu'il voulait simplement contrôler la narration. Raconter les faits à sa manière, justifier ses actes, même après sa mort. Les analyses du tissu révèlent d'autres informations. Le vêtement retrouvé est un pull en laine bleue. Les parents de Sylvie confirment que leur fille possédait un pull de cette couleur. Elle le portait souvent en automne. Les fragments de plastique correspondent à une bâche industrielle. Exactement comme Thierry l'avait décrit dans sa lettre. Chaque détail de la confession se vérifie, chaque élément correspond. Thierry n'a pas menti sur les faits matériels, il a menti sur tout le reste. Sur les raisons, sur les circonstances, sur sa culpabilité. Il a présenté la séquestration comme une réaction nécessaire, comme un acte de contrôle légitime. Mais c'était un crime, un meurtre, une vie volée. Les gendarmes tentent de déterminer la cause exacte du décès. Les restes retrouvés sont trop fragmentaires pour une autopsie complète. 30 ans sous terre ont détruit la plupart des tissus organiques. Seuls subsistent quelques os, des fragments de vêtements et des traces d'ADN. Impossible de savoir si Sylvie est morte de maladie, comme Thierry l'affirme, ou si elle a été tuée. Impossible de savoir si elle a été privée de soins volontairement. Impossible de prouver la préméditation. Les experts légistes concluent que la mort remonte à environ 28 à 30 ans, ce qui correspond à la période entre 1987 et 1989. Le témoignage de Madame Chantal Leroux prend alors tout son sens. Elle avait vu Thierry creuser dans le jardin en 1988. 2 ans après la disparition. Cela signifie que Sylvie était encore vivante en 1987, qu'elle a passé au moins 1 an enfermée dans cette cave, 1 an sans lumière du jour, 1 an sans contact humain, 1 an à supplier, à espérer, à mourir lentement. Les enquêteurs imaginent l'horreur de cette situation. Une femme prisonnière sous sa propre maison, pendant que la vie continue au-dessus d'elle, pendant que ses enfants grandissent sans elle, pendant que son mari joue le rôle du veuf abandonné. Les anciens collègues de Thierry Lambert sont interrogés. Ils travaillaient avec lui dans l'entreprise textile de Reims entre 1986 et 1989. Tous décrivent Thierry comme un homme réservé, solitaire. Il ne parlait jamais de sa vie privée. Il ne participait jamais aux sorties entre collègues. Il arrivait à l'heure. Il faisait son travail. Il repartait. Personne ne se souvient de l'avoir vu perturbé ou anxieux après la disparition de sa femme. Personne ne se souvient qu'il ait exprimé de l'inquiétude ou du chagrin. Il était juste distant, comme toujours, comme s'il ne s'était rien passé. Un ancien collègue, Monsieur Alain Rousseau, se souvient d'une conversation étrange. C'était en novembre 1986, 2 mois après la disparition de Sylvie.
Thierry et Alain prenaient leur pause déjeuner ensemble. Alain avait demandé des nouvelles de l'épouse de Thierry. Thierry avait répondu qu'elle était partie, qu'elle ne reviendrait pas. Alain avait exprimé de la sympathie. Thierry avait souri, un sourire froid. Il avait dit « Elle est exactement où elle doit être ». Alain n'avait pas compris. Il avait cru que Thierry parlait de manière métaphorique. Aujourd'hui, il comprend. Thierry parlait littéralement. Sylvie était exactement où il voulait qu'elle soit, sous son contrôle, pour toujours. Les enquêteurs se penchent sur le profil psychologique de Thierry Lambert. Ils consultent des experts en comportement criminel. Le diagnostic est clair. Thierry présentait tous les signes d'un pervers narcissique. Besoin de contrôle absolu, incapacité à accepter la séparation, absence d'empathie, manipulation constante. Il avait construit sa vie autour de la domination de sa famille. Quand Sylvie avait voulu partir, il n'avait pas pu le supporter. Alors il l'avait supprimé. Pas physiquement, pas immédiatement, mais symboliquement. Il l'avait effacée de la société. Il l'avait transformée en prisonnière, en fantôme, en secret. Les gendarmes tentent de comprendre pourquoi personne n'a rien vu. Comment une femme peut-elle disparaître sans que personne ne s'alarme vraiment? Comment une séquestration peut-elle durer des mois sans être découverte? Les experts expliquent que Thierry avait parfaitement orchestré la situation. Il avait isolé sa famille. Il avait créé une image de respectabilité. Il avait maintenu une face-façade normale. Et surtout, il avait exploité le fait que Sylvie était une femme effacée. Sans réseau social solide, sans profession, sans indépendance financière. Une femme invisible. Une femme dont l'absence ne dérangeait personne vraiment, sauf ses parents. Mais eux étaient impuissants. Le dossier est transmis au procureur de la République de Reims. Mais un problème se pose. Thierry Lambert est mort. On ne peut pas juger un mort. On ne peut pas le condamner. On ne peut pas lui faire payer ses crimes. L'affaire est donc classée sans suite sur le plan pénal. Il n'y aura pas de procès, pas de verdict, pas de justice au sens strict. Seulement la vérité. Une vérité révélée 30 ans trop tard. Une vérité qui ne répare rien, qui ne ramène personne, qui ne soulage personne. Juste une vérité froide et terrible. Sylvie Vincent a été séquestrée. Elle est morte. Elle a été enterrée dans son jardin. Et son bourreau a vécu libre jusqu'à sa mort. Malgré la découverte des restes et la confession de Thierry, de nombreuses questions demeurent. La première concerne les enfants. Stéphanie et Sébastien Lambert. Quel rôle ont-ils vraiment joué? Stéphanie affirme qu'elle savait, qu'elle avait peur, qu'elle était une enfant terrorisée. Sébastien, lui, refuse de parler. Il nie, il fuit. Mais tous deux ont vécu dans cette maison pendant des mois après la séquestration. Ils ont entendu les cris. Ils ont vu leur père descendre à la cave chaque soir. Ils ont senti la tension, l'angoisse, le secret. Pouvaient-ils réellement agir? Avaient-ils le choix? Ou étaient-ils eux aussi des victimes? Les psychologues consultés par les gendarmes estiment que les enfants étaient dans une situation d'emprise totale. Thierry exerçait sur eux une autorité absolue. Il les avait conditionnés à obéir, à ne pas poser de questions, à ne pas contester. Stéphanie et Sébastien vivaient dans la peur constante, peur de déplaire, peur d'être punis, peur de subir le même sort que leur mère. Cette peur les a paralysés, elle les a empêchés de parler, elle les a transformés en complices involontaires, en témoins silencieux d'un crime qu'ils n'avaient pas la force de dénoncer. Peut-on leur en vouloir? Peut-on les juger? Les experts répondent que non, ils étaient des enfants, des victimes collatérales. Une autre question concerne la durée exacte de la séquestration. Combien de temps Sylvie a-t-elle vécu enfermée? Les analyses situent sa mort entre 1987 et 1989. Cela signifie qu'elle a survécu entre 1 et 3 ans dans cette cave. 1 an minimum, peut-être 2, peut-être 3.
Les gendarmes essaient d'imaginer ce que cela représente. 1000 jours dans le noir, 1000 nuits sans espoir, 1000 tentatives de crier, 1000 prières sans réponse. Comment une personne peut-elle survivre psychologiquement à une telle épreuve? Les experts affirment qu'elle ne survit pas, qu'elle meurt intérieurement bien avant de mourir physiquement. Thierry descendait-il vraiment chaque soir? Apportait-il vraiment de la nourriture? Parlait-il vraiment à Sylvie? Ou l'a-t-il simplement abandonnée là? La confession reste vague sur ces détails. Thierry se présente comme un geôlier attentionné, comme quelqu'un qui prenait soin de sa prisonnière. Mais est-ce la vérité? Ou est-ce une dernière manipulation? Un dernier mensonge pour atténuer l'horreur de son acte? Les gendarmes penchent pour la seconde hypothèse. Thierry a menti toute sa vie. Il n'y a aucune raison de le croire maintenant. Même mort, même dans sa confession, il ment encore. Les parents de Sylvie obtiennent finalement l'autorisation d'organiser des funérailles. Les restes de leur fille sont placés dans un cercueil. Une cérémonie discrète a lieu à Épernay en septembre 2016, exactement 30 ans après la disparition. Quelques proches sont présents. Stéphanie Lambert assiste à l'enterrement. Elle pleure en silence. Sébastien, lui, ne vient pas. Il envoie un message disant qu'il ne peut pas, qu'il n'est pas prêt, qu'il ne le sera jamais. Les parents de Sylvie enterrent leur fille. Enfin, après 3 décennies d'attente. Mais cette inhumation ne leur apporte aucune paix, juste une douleur différente. L'affaire fait la une des journaux locaux. Les médias s'emparent de l'histoire. Une femme séquestrée par son mari, enfermée dans sa propre maison, morte dans une cave, enterrée dans son jardin. Les titres sont sensationnalistes, les commentaires se multiplient. Certains accusent les enfants, d'autres accusent les voisins, d'autres accusent les gendarmes qui n'ont pas assez cherché en 1986. Tout le monde a une opinion, tout le monde sait ce qu'il aurait fallu faire. Mais personne n'était là, personne n'a rien vu, personne n'a rien fait. Et Sylvie Vincent est morte seule, dans le noir, oubliée. Les enquêteurs réexaminent le dossier de 1986. Ont-ils commis des erreurs? Auraient-ils pu découvrir la vérité plus tôt? La réponse est oui. Ils auraient dû fouiller la cave plus minutieusement. Ils auraient dû interroger les enfants séparément. Ils auraient dû insister davantage auprès de Thierry. Mais à l'époque, les moyens étaient limités, les procédures moins strictes, les droits des victimes moins protégés. On croyait les maris. On respectait la vie privée des familles. On ne soupçonnait pas ce genre d'horreur. Aujourd'hui, les choses ont changé. Mais pour Sylvie, c'est trop tard. Beaucoup trop tard. Une question demeure. Pourquoi Thierry a-t-il quitté Reims en 1989? Pourquoi déménager 3 ans après la disparition? Les gendarmes trouvent la réponse dans les archives municipales. Thierry avait vendu la maison en avril 1989. Il avait déménagé à Troyes avec ses enfants. Puis, quelques années plus tard, il s'était installé à Dijon. Toujours en mouvement, toujours ailleurs, comme s'il fuyait quelque chose. Comme s'il essayait de mettre de la distance entre lui et son crime. Mais on ne fuit pas un secret. On le porte, partout, toujours, jusqu'à la mort. Les nouveaux propriétaires de la maison de Reims demandent une expertise psychologique. Ils ne peuvent plus vivre là. Ils savent qu'une femme est morte sous leur jardin, qu'elle a été enterrée là pendant 30 ans. Ils sentent sa présence. Ils entendent des bruits la nuit. Peut-être est-ce leur imagination. Peut-être est-ce la culpabilité de vivre dans un lieu marqué par le crime. Ils décident de vendre. Mais qui voudra acheter une maison avec une telle histoire? Qui voudra jardiner là où reposait un cadavre? La maison reste vide, abandonnée, hantée par le souvenir de Sylvie Vincent. Stéphanie Lambert accepte une dernière interview avec les gendarmes. Elle veut parler, elle veut expliquer. Elle dit qu'elle a passé 30 ans à essayer d'oublier, 30 ans à refouler, 30 ans à faire semblant que rien ne s'était passé.
Mais maintenant que la vérité est révélée, elle ne peut plus se taire. Elle raconte les nuits où elle entendait sa mère pleurer, les matins où elle descendait déjeuner en sachant que sa mère était enfermée en dessous, les dimanches où elle jouait dans le jardin sans savoir qu'elle marchait sur sa tombe. Elle dit qu'elle rêve de sa mère chaque nuit, qu'elle la voit dans la cave, qu'elle entend ses appels à l'aide. Stéphanie révèle un dernier détail, un détail qu'elle n'avait jamais osé dire. Un soir de 1987, alors que son père dormait, elle était descendue à la cave. Elle avait pris la clé cachée dans le tiroir de la cuisine. Elle avait ouvert la porte. Elle avait vu sa mère, allongée sur le lit de camp, amaigrie, sale, le regard vide. Sylvie avait levé les yeux vers sa fille. Elle avait tendu la main. Elle avait murmuré « Va-t'en ». Pas « aide-moi », pas « sauve-moi », juste « va-t'en ». Stéphanie avait refermé la porte. Elle était remontée. Elle n'y était jamais retournée. Ce souvenir la hante encore. Sébastien Lambert ne donnera jamais sa version. Il refuse tout contact avec les gendarmes après le premier interrogatoire. Il refuse tout contact avec sa sœur. Il refuse de parler de son père, de sa mère, de son enfance. Il a construit un mur autour de ses souvenirs. Un mur infranchissable. Il préfère nier, oublier, survivre. Les psychologues expliquent que c'est un mécanisme de défense, que Sébastien s'est dissocié de son passé pour pouvoir continuer à vivre, qu'il ne pourra peut-être jamais affronter la vérité, qu'il restera prisonnier de ce secret, exactement comme sa mère était prisonnière de cette cave. L'affaire de Sylvie Vincent reste aujourd'hui un exemple glaçant de ce que le contrôle et la domination peuvent produire. Une femme a disparu en 1986. Elle n'est pas partie. Elle n'a pas fui. Elle a été effacée, volontairement, méthodiquement, par l'homme qui avait promis de la protéger. Son mari, le père de ses enfants, l'homme en qui elle avait eu confiance. Thierry Lambert a transformé sa maison en prison. Il a transformé sa femme en prisonnière. Et il a vécu avec ce secret pendant 30 ans, sans remords, sans culpabilité apparente, jusqu'à sa mort. La confession posthume de Thierry soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pourquoi avoir avoué? Pour soulager sa conscience? Pour contrôler la narration une dernière fois? Pour punir ses enfants en les obligeant à affronter la vérité? On ne le saura jamais. Thierry est mort. Il a emporté ses motivations réelles dans la tombe. Tout ce qui reste, ce sont ses mots. Des mots froids, calculés, dépourvus d'humanité. Des mots qui décrivent un crime comme on décrirait une tâche administrative. Avec détachement, avec précision, sans émotion. Sylvie Vincent repose aujourd'hui au cimetière d'Épernay. Sa tombe porte une simple inscription, son nom, ses dates de naissance et de décès, rien d'autre. Ses parents viennent la voir chaque semaine. Ils déposent des fleurs. Ils parlent à leur fille. Ils lui demandent pardon de ne pas avoir pu la sauver. Ils pleurent la vie qu'elle n'a pas vécue, les années volées, les moments perdus, les petits-enfants qu'elle n'a jamais connus. Stéphanie vient parfois, Sébastien, jamais. Le crime de Thierry Lambert a détruit plus qu'une vie. Il a détruit une famille entière. Cette histoire nous rappelle que les monstres ne portent pas toujours de masque, qu'ils vivent parmi nous, qu'ils ont des emplois, des voisins, des familles, qu'ils sourient, qu'ils parlent poliment, qu'ils semblent normaux. Thierry Lambert était un homme ordinaire. Personne ne le soupçonnait. Personne n'imaginait ce qu'il était capable de faire. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire si terrifiante. Si cela a pu arriver à Sylvie Vincent, cela peut arriver à n'importe qui. Dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle rue, dans n'importe quelle ville de France. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour penser à toutes les personnes disparues, toutes celles dont on ne retrouve jamais la trace, toutes celles dont les familles attendent, espèrent, souffrent. En France, des centaines de personnes disparaissent chaque année.
Certaines reviennent, d'autres non. Et pour certaines, comme Sylvie Vincent, la vérité n'apparaît que des décennies plus tard. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies et mystérieuses. Et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle enquête.